Bonjour à tous. Tout d'abord, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bienvenue sur la chaîne YouTube Alexandre Delval. Vous pouvez partager à la fin de cette émission si ça vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. N'oubliez pas de partager, de mettre des commentaires. Les commentaires sont toujours les bienvenus, y compris des critiques. On n'est pas dans le totalitarisme soviéto ou dans le politiquement correct ou l'absence de remise en question. Les commentaires sont toujours très instructifs et j'essaie d'y répondre. Donc si je n'y ai pas répondu, d'ailleurs, n'hésitez pas à me relancer, je me rattraperai. Aujourd'hui, je vous propose donc, après ce flashback sur les 20 ans d'Erdogan, depuis 2002, jusque l'évolution en politique interne d'Erdogan, dernier numéro, rappelez-vous, le numéro 1 sur la Turquie, nous avions vu l'évolution d'Erdogan qui a été proche des confréries, Süleymanci, Nakşiband, et surtout Fethullah Gülen, le mouvement Ismet. Ensuite, il a rompu avec eux, on a vu l'autre jour. Ensuite, pendant le printemps arabe et les révolutions arabes et la guerre en Syrie, il s'est rapproché non seulement des frères musulmans qu'il a soutenu la rébellion islamiste en Syrie, mais aussi Daesh dans une logique anti-kurde. Et nous allons revenir sur la première partie d'aujourd'hui, ça va être la question kurde. Extrêmement intéressant de comprendre. Ensuite, nous verrons l'Azerbaïdjan, qui a beaucoup fait parler, et l'Azerbaïdjan, mais aussi la milice turque Sadat. Il est assez rare en Occident, et surtout en France, je suis étonné, quand vous allez sur Internet en anglais, et vous faites Sadat, S-A-D-A-T, on a beaucoup de choses sur cette milice, qui est l'équivalent turc de Wagner, alors qu'en langue française, on dirait qu'il y a une véritable omerta, presque personne, à part votre serviteur qui a fait pas mal d'articles là-dessus, ne parle de Sadat, une milice turque qui envoie des djihadistes récupérés en Syrie, qu'elle envoie en Libye se battre contre les troupes du général Haftar, ou qu'elle a envoyé, hélas, en 2020 comme en 2023, en Azerbaïdjan, et donc dans le Haut-Karabakh, qui a été purifié de ces Arméniens. Et cette milice Sadat, aujourd'hui, c'est la plus grande milice de mercenaires turcs qui travaillent officieusement pour le pouvoir turc et qui recycle non seulement des combattants turkmènes de tous bords, ultranationalistes ou autres, mais aussi des djihadistes arabes de Syrie, turkmènes ou arabes, mais beaucoup arabes, qui sont recyclés un petit peu comme dans l'économie circulaire pour ne pas les jeter. Eh bien, Erdogan les utilise dans plusieurs conflits. Et nous terminerons sur le double jeu, mais qui n'est pas un jugement de morale. Un pays qui est libre, qui est souverain, a le droit d'avoir une diplomatie partagée, une diplomatie multiple, c'est ce qu'on appelle le multi-alignement, et nous verrons tout cela. Mais un élément de compréhension, pourquoi nous avons perdu la Turquie. Et là, je vais faire un exercice géopolitique que me faisait faire très souvent le général Gallois, l'un des 3 concepteurs de la force de frappe nucléaire française, la dissuasion du faible au fort, avec Poirier, etc. Le général Gallois me disait souvent qu'il faut se mettre dans la peau, y compris de l'autre, qui est le plus éloigné de nous. Qu'il soit éloigné ou proche, on ne peut pas faire de géopolitique sans voir la logique qui est celle de l'adversaire, de l'autre, de l'ennemi, du proche comme du lointain, de l'ami comme de l'ennemi. Il faut comprendre les motivations et les préoccupations stratégiques de l'autre. Un exemple, si l'OTAN avait tenu compte des préoccupations stratégiques de la Russie dans les années 90-2000, il est probable qu'une force politique ultranationaliste, néo-tsariste, impériale, révisionniste, qui veut réviser les frontières, comme celle qui est de Poutine, mais ce n'est pas que lui, Poutine et son entourage aujourd'hui, il est possible, ce n'est pas certain, mais qu'aujourd'hui on en serait dans un autre registre, on n'en serait pas là, on ne serait pas au bord d'un conflit OTAN-Russie, et il est possible que si on avait tenu compte des préoccupations sécuritaires de la Russie, qui ne voulait pas d'ingérence ni politique, ni stratégique, ni de missiles et d'antimissiles, ni d'adhésion à l'OTAN, à ses portes, notamment la Géorgie et l'Ukraine, et je ne dis pas que c'est certain, et ce n'est pas pour donner une excuse à Poutine, rien ne justifie l'invasion de l'Ukraine, mais il est possible que les relations seraient restées différentes, beaucoup plus positives, pas forcément très bonnes, mais non conflictuelles entre la Russie et l'Europe, car ce qui fait les chocs très souvent, c'est la proximité et l'imbrication et l'ingérence. Quand quelqu'un est très différent de vous, mais n'interfère pas dans votre politique intérieure et dans votre jardin, dans votre pré carré,
il y a moins de risques de lutte que si ce proche ou lointain vient à vos portes, voire même chez vous, répandre son système de valeurs ou son système d'alliance. Eh bien c'est pareil, nous avons fait, quand je dis nous, pas la France qui a eu le mérite grâce aux gaullistes, ma famille politique, la France en 2003 était contre la guerre en Irak. Les Bruno Tertrais, les donneurs de leçons de morale néoconservateurs européens, français ou américains nous disaient qu'il y avait des armes de destruction massive, qu'il fallait faire cette guerre de 2003 en Irak, qui, je répète, n'est pas la même que 90. 1990, George Bush I, ancien de la CIA, George Bush père, ne veut pas aller jusqu'au bout. Il ne veut pas renverser le pouvoir de Saddam Hussein. Il fait une guerre dénoncée par beaucoup, y compris par moi à l'époque, mais qui avait une certaine légitimité dans la mesure où il y avait l'ONU qui donnait son aval, et en plus, l'Irak avait envahi un pays voisin. Donc ça peut se comprendre. Mais déjà à l'époque, on avait, quand je dis on, l'Occident avait mis en place un certain nombre de proxys en Irak, notamment aider le séparatisme kurde en Irak, ce qui avait énormément déplu à la Turquie, qui avait peur de voir à ses portes, la frontière de la Turquie et de l'Irak est importante, la Turquie avait peur de voir de l'autre côté de la frontière turque, en Irak, surgir un Kurdistan indépendant. La Turquie a relativement bien manœuvré puisqu'elle a réussi à neutraliser ses forces kurdes d'Irak, avec qui elle est en meilleure relation que les forces kurdes de Syrie. Mais tout de même, elle a pris comme un poignard dans le dos le fait qu'en 1990 et surtout en 2003, les Américains néoconservateurs, dans leur guerre impériale en 2003 au Moyen-Orient, avaient voulu susciter un État kurde, ce qui est beaucoup plus grave qu'en 1990, où déjà on aidait les Kurdes. Les Turcs ont cru qu'on leur plantait un poignard dans le dos, puisque la Turquie, membre de l'OTAN depuis les années 50, se disait « Moi, membre fidèle de l'OTAN, fidèle pendant la guerre froide pour bloquer l'Union soviétique au flanc sud, et allié de l'Occident même avant, depuis 1853, la guerre de Crimée, moi, le fidèle, le seul pays musulman allié de l'OTAN et des États-Unis et de l'Europe et de l'Occident, eh bien, mes partenaires d'une alliance stratégique vont aider mes pires ennemis, externes et internes, les séparatistes kurdes. Et pendant le printemps arabe, cette politique a été continuée puisque 10 ans exactement après la guerre de 2003, pendant laquelle les Américains avaient déstabilisé le parti Baas en faisant surgir un Kurdistan autonome qui était un quasi-État, ce qui était extrêmement compliqué à accepter pour les Turcs qui avaient peur d'un effet domino, puisqu'il y a des Kurdes dans 4 pays, Iran, Irak, Syrie et Turquie. Eh bien, quelques années plus tard, pendant le printemps arabe, les Occidentaux qui ne veulent pas de morts, ils veulent des zéro morts, de même qu'aujourd'hui, les Occidentaux font la guerre à la Russie par milices et par armée, et par vaillants combattants ukrainiens interposés, eh bien en Syrie, pendant la guerre en Syrie, qui était déjà une répétition de tout ça, puisque c'était une guerre contre un pouvoir pro-russe, c'était une guerre qui était destinée à renverser Bachar al-Assad, alaouite, secte du schisme laïque, membre du parti Ba'ath, créé par un chrétien, Michel Aflaq, donc un mouvement nationaliste arabe laïque socialisant, pas du tout islamiste, comme le parti et le régime de M. Bachar al-Assad en Syrie était laïque nationaliste, eh bien, les Occidentaux ont aidé toutes les forces opposées à Bachar al-Assad susceptibles de déstabiliser la Syrie, les Kurdes contre Bachar, mais aussi surtout contre Daesh et les islamistes, qui étaient en train de déstabiliser le pays, et les forces islamistes, frères musulmans et Al-Qaïda, pas Daesh, mais frères musulmans et Al-Qaïda, que l'Occident a énormément armé pendant toute la guerre civile syrienne. Mais les Turcs ont très mal pris que, comme en Irak, l'Occident a aidé des mouvements kurdes en Syrie, qui, comme en Irak, avaient un projet séparatiste, qu'ils n'ont pas réussi à mener à bien, mais un projet séparatiste, qui donnait des idées aux séparatistes kurdes de Turquie. Donc les Kurdes de Syrie, étant aidés par l'Occident qui ne voulait pas de mort, donc qui voulait que les Kurdes se battent à la place des Occidentaux au sol, les Turcs se sont dit, les Occidentaux aident les militants séparatistes kurdes du Rojava syrien. Ça veut dire que la prochaine étape, ils vont démanteler la Turquie. Et depuis les années 2003, j'allais en Turquie très souvent à l'époque, les Turcs sont persuadés que la Turquie est trahie par ses partenaires de l'OTAN,
parce que les partenaires de l'OTAN aident les Kurdes séparatistes en Irak comme en Syrie. Et là, on a perdu la Turquie, qui depuis s'est rapprochée, se sentant trahie par l'OTAN, elle s'est rapprochée de la Russie. Ça nous mène au dossier russo-ukrainien. Mais avant d'arriver au dossier ukrainien, on va faire un petit passage par l'Azerbaïdjan. Pendant l'affaire syrienne, il y a eu des négociations entre Turcs, Iraniens et Russes. Sochi, Astana, Istanbul, Téhéran, mais surtout Sochi, Astana. Et dans ces accords de déconfliction, surtout menés par la Russie, mais avec ses partenaires iraniens et turcs, il était décidé que la Syrie devait être pacifiée, et comme les Iraniens chiites qui combattaient au sol et les Russes qui combattaient dans les airs en Syrie en soutien au régime de Bachar al-Assad ne pouvaient pas tuer tous les islamistes politiques ou combattants ou djihadistes, donc frères musulmans, Al-Qaïda et Daesh, ils avaient demandé aux Turcs dans le nord-ouest de la Syrie, autour d'Idlib, et un peu plus au nord et à l'est d'Idlib, de contrôler les milices islamistes qui étaient dégagées du reste du territoire de la Syrie, et en échange de contrôler, neutraliser et désarmer des djihadistes, la Turquie se voyait confier une partie du nord-ouest de la Syrie, à condition qu'en échange, elle aide les deux autres partenaires, l'Iran et la Russie, à purifier la Syrie de ces milices djihadistes qui étaient invitées à aller, quand elles ne voulaient pas continuer à combattre, c'était soit elles combattaient, elles étaient éradiquées, soit elles allaient dans le nord-ouest. Et la Turquie était chargée de les neutraliser, mais de les désarmer. Or, la Turquie ne les a pas désarmés, elle les a utilisés, comme dans l'économie circulaire, pour alimenter une milice créée par le général Tanriverdi. Tanriverdi, c'est un ancien général islamiste qui avait été mis en procès par les tribunaux turcs pour islamisme radical. Et quand Erdogan est arrivé au pouvoir, bien sûr, il a affranchi ce général qui est devenu un de ses meilleurs conseillers privés. Et ce général a créé une milice. Vous allez sur le site de Sadat, cette milice s'appelle Sadat, S-A-D-A-T. Cette milice a pour but de défendre les intérêts des musulmans dans le monde et de créer une sorte d'international islamiste. Et Erdogan s'est dit, je vais utiliser les djihadistes ex-Al-Qaïda, ex-ASL, parce qu'il y avait aussi des groupes dans les frères musulmans qui étaient pas loin du djihadisme, qui jouaient avec des têtes, qui coupaient en morceaux des gens, donc c'était pas du tout des rigolos, c'était pas que de l'islam politique, c'était des mouvements djihadistes qui étaient répartis entre Al-Qaïda, Daesh et plein de groupuscules qui étaient plus ou moins alliés à l'armée syrienne libre. Et bref, il y avait un réservoir à peu près de 12 000 djihadistes en Syrie, qui ont été recyclés donc par Erdogan et son général Tanriverdi dans la milice Sadat, qui a envoyé ces gens combattre en Libye. Lorsqu'il y avait la guerre civile en Libye, les Russes et les Turcs n'étaient pas du même côté. Les Émirats, les Français et les Russes étaient du côté du général Haftar, qui était pour une Libye nationaliste. Tandis que la Turquie était du côté de Tripoli, Sarraj à l'époque, qui était protégé par le camp des frères musulmans. Donc la Turquie était du côté des frères musulmans, du gouvernement reconnu par les Nations Unies de Tripoli, mais islamiste pro-turc et aidé par le Qatar. Par contre, à Tobrouk, dans la partie du général Haftar, il y avait le dernier parlement élu. Donc le pays était divisé, même au niveau administratif. Il y avait le dernier parlement réellement élu avec un conseil, qui est une sorte de gouvernement à Tobrouk, qui était protégé par l'homme fort militaire qui est le général Haftar, aidé par la France et surtout la Russie et les Émirats. Et de l'autre côté, à Tripoli, il y avait les frères musulmans avec les milices de Misrata et les différentes milices islamistes de Tripoli, avec l'ancien gouverneur militaire de Tripoli qui est devenu un milliardaire dans le trafic des migrants, Belhaj, qui était entre le Qatar, la Turquie et Tripoli. Donc à Tripoli, il y avait en gros un gouvernement soi-disant légal reconnu par l'ONU, mais qui n'a pas le bon parlement, qui est un parlement désuet, puisque le vrai parlement est de l'autre côté. Mais comme il était reconnu par les Nations Unies, les Turcs ont dit « nous allons aider le gouvernement légal et nous allons faire des accords entre eux, notamment des accords turco-libyens pour se partager la mer Méditerranée et pour voler aux Grecs et aux Chypriotes une partie des réserves de gaz offshore en mer Méditerranée, puisque les Turcs ont fait un accord avec le gouvernement de Tripoli, qui n'est pas légal puisqu'il ne représente pas tout le pays, et surtout parce que, bien qu'étant reconnu par l'ONU, ce gouvernement n'est plus endossé
sur un parlement élu, puisque le dernier parlement élu est de l'autre côté, du côté des ennemis de Tripoli. Mais bref, pour respecter une sorte de formalité, pour avoir l'air légaux, les Turcs et les Libyens de Tripoli ont fait un accord militaire et un accord économique pour se partager des eaux territoriales au détriment des Chypriotes et des Grecs dans le cadre d'une redimension de la Turquie qui veut redevenir maîtresse d'un plus grand nombre de zones économiques exclusives, car elle se sent lésée. Encore une fois, il faut se mettre dans la tête des Turcs. Les Turcs pensent que la délimitation des eaux territoriales et des zones économiques exclusives, donc le territoire maritime en quelque sorte, eh bien, n'est pas juste, puisqu'on a donné trop d'eau aux Grecs et aux Chypriotes, et pas assez aux Turcs, dont les eaux territoriales sont très proches de leur territoire. Ils veulent une redistribution, et comme les accords internationaux ne le prévoient pas, eh bien, ils ont fait une sorte d'Anschluss du gaz offshore, puisque en fait, le but, pourquoi la Turquie veut beaucoup d'eau en Méditerranée, elle veut élargir ses zones économiques exclusives, parce qu'on a découvert beaucoup de gaz offshore depuis les années 2006-2007, C'était mon ami, ancien ministre de l'économie et des affaires étrangères et secrétaire général de la présidence chypriote à l'époque, Yorgos Lilikas, qui avait été d'ailleurs, qui était en exercice à l'époque de la découverte de ces immenses réserves de gaz offshore. Et donc voilà le contexte. Vous voyez que la Libye, c'était aussi intéressant pour la Turquie dans le cadre du pétrole libyen, mais aussi du gaz offshore, dont tous ces pays riverains revendiquent la part la plus grande. J'en reviens à la milice Sadat. La milice Sadat, donc, était très utile pour Erdogan, qui voulait à tout prix empêcher les milices de Haftar de prendre Tripoli. Ça aurait été dramatique, puisque Haftar était du côté des Émirats, et à l'époque, les Émirats et l'Égypte, qui défendaient Haftar, étaient totalement opposés à la Turquie, qui, elle, défendait Tripoli. Si Tripoli tombait aux mains des forces du général Haftar, aidées par les Émirats et un petit peu la France et surtout la Russie, eh bien, la Turquie perdait sa profondeur stratégique en Libye et elle ne pouvait plus faire cet accord maritime pour prendre les eaux des Grecs et des Chypriotes. Vous voyez l'importance. Donc la milice de Sadat est utilisée en Libye et ensuite elle va être utilisée en Azerbaïdjan, dans le Haut-Karabakh, l'Artsakh, pour massacrer des Arméniens qui étaient là depuis 3000 ans et qui ont été épurés ethniquement de Haut-Karabakh, de Nagorno-Karabakh ou l'Artsakh. Et ensuite, bien entendu, on connaît la suite. Ces milices de Sadat, du général Tanriverdi, des milices turques qui recyclent des djihadistes de Syrie, ont fait des exactions absolument terribles. Ça a terrifié une partie de la population arménienne du Haut-Karabakh entre la première guerre de 2020, enfin la nouvelle première guerre de 2020 et celle de 2023. Et donc on voit bien que la Turquie utilise des djihadistes de Syrie dans plusieurs fronts, et c'est l'équivalent de Wagner, sauf que la presse occidentale n'en parle absolument pas. Quand la Turquie fait comme la Russie, quand elle a des milices qui, comme Wagner, font des exactions et des guerres tout à fait de mercenaires partout dans le monde, puisque la milice Sadat agit aussi dans d'autres territoires, notamment en Afrique, eh bien, personne n'en parle. Pourquoi? Parce que selon que vous soyez du côté de l'OTAN ou pas, eh bien, on vous pardonne ou pas certaines choses. Enfin, je termine sur l'Ukraine, ça va être rapide. La Turquie a un jeu extrêmement habile sur l'Ukraine. En Ukraine, depuis le début de la guerre en Ukraine, qui a commencé en réalité en 2014, et nous avons vu dans les missions sur la Russie et l'Ukraine, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la regarder, c'était 2 émissions plus tôt, on a bien vu que en Ukraine, eh bien, la Turquie, depuis le début, a soutenu les forces ukrainiennes, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce qui est tout à fait légitime et légal, et elle a condamné l'invasion et l'annexion par la Russie de la Crimée, puisqu'il y a aussi de l'enjeu de nationalisme et d'islamisme. Les vrais habitants, entre guillemets, de la Crimée, avant sa russification, mais en fait, ils étaient eux-mêmes issus d'une invasion turco-mongole et tatar, c'est les fameux Tatars de Crimée. Donc, au nom des Tatars de Crimée, qui sont les cousins des Turcs, eh bien, Erdogan investit beaucoup dans la cause symbolique de la Crimée et donc de l'Ukraine. Mais bien qu'aidant l'Ukraine depuis les débuts, notamment avec les drones Bayraktar, eh bien, malgré tout, malgré l'aide de la Turquie à l'Ukraine,
qui n'a pas vraiment été démenti, la Turquie, de l'autre côté, déçue de l'Occident qui aurait trahi les Turcs en aidant les Kurdes. Vous suivez le raisonnement, c'est pour ça que j'ai parlé des Kurdes avant. Cette nouvelle Turquie d'Erdogan, le nouveau Erdogan nationaliste, moins frère musulman, plus nationaliste, eh bien, cet Erdogan, il se dit, il faut jouer malin, comme l'OTAN me trahit, je ne vais pas quitter l'OTAN, je ne vais pas non plus rompre avec les Turcs, avec les Russes, je vais aider les Ukrainiens en aidant les Russes à contourner l'embargo, j'aide militairement les Ukrainiens, politiquement, symboliquement, religieusement, je suis du côté des Tatars de Crimée et des Ukrainiens, mais économiquement et stratégiquement, je vais aussi jouer un petit peu avec la Russie pour montrer à l'OTAN mon pouvoir de nuisance et vice-versa. Et quand je serai déçu par la Russie, je ferai croire aux Russes que j'irai beaucoup plus avec l'OTAN contre la Russie ou avec la Russie contre l'OTAN. Donc en fait, Erdogan, avec cet équilibre allié politique et militaire de l'Ukraine, mais allié économique et stratégique en partie de la Russie, il joue sur deux tableaux, ça lui permet de faire monter les enchères. Et là, il est génial. On ne peut pas, bien entendu, en géopolitique, on ne peut pas faire d'émotion. On doit analyser l'autre. Nous avons vu ce qu'Erdogan a dans la tête, comment il agit, comment il est élastique, comment il change tout le temps d'alliance quand c'est utile. On l'a vu pour la Syrie, on l'a vu son double jeu en Ukraine et en Russie. On voit bien qu'Erdogan est en fait avant tout un pragmatique. Ce n'est pas du tout un frère musulman, un islamiste radical. C'est un islamiste, mais justement, il n'est pas radical. C'est un islamiste capable de déchoir de sa nationalité un frère musulman, parce que pour se réconcilier avec El-Sisi dans le cadre d'une coopération économique, puisque la Turquie est en crise économique, elle veut se réconcilier avec tous les marchés dont elle s'était privée quand elle était trop frériste, la Turquie accepte de réduire les libertés des frères musulmans qui n'ont plus le droit de critiquer El-Sisi en Turquie, alors qu'il y en avait beaucoup qui étaient réfugiés. On voit bien que quand il y a un intérêt national, Erdogan est capable de faire des virages à 190 degrés. Donc, suite au prochain épisode, quelle est la prochaine évolution de M. Erdogan? Ben, je me le demande, parce qu'on ne peut pas prévoir. Erdogan, il a en commun avec les Chinois la stratégie, ou avec les Grecs, la fameuse, le kairos des Grecs, le moment opportun, que les Chinois appellent l'opportunité. La stratégie d'Erdogan n'est pas une stratégie planifiée, ou plutôt il y a une stratégie à long terme. Rétablir la Turquie dans ses dimensions néo-ottomanes, mais aussi panturquistes. Il y a deux grands mythes impériaux en Turquie. Le mythe panturquiste, c'est-à-dire réunir les pays turcophones, et aussi faire de l'irrédentisme dans les Balkans, en Turquie, en Syrie. Il faut savoir qu'en Turquie et en Syrie, en Syrie et en Irak, la Turquie maintient 2000 et 5000 militaires respectivement. 12 000 militaires en Syrie, 5 à 2000 militaires en Irak. Il y a aussi une base turque au Qatar, une base militaire turque au Qatar, une base militaire turque en Somalie, une base militaire turque au Maroc, des accords de coopération avec la moitié des États africains en matière de défense et d'équipement militaire. Il y a des réseaux d'écoles extrêmement importantes. Il y a le triplement des ambassades turques en Afrique depuis les années 2015. Il y a une politique tous azimuts extrêmement habile de la Turquie dans toutes les directions, y compris auprès de la Chine, au prix même de ne pas parler des musulmans persécutés en Chine. Si ça permet d'avoir des bonnes relations utiles pour la Turquie avec la Chine, on ne parle pas des islamophobes chinois qui tuent les Ouïghours ou qui les rééduquent. Par contre, on tape tout le temps sur les islamophobes européens qui seraient des racistes. Et là, bien entendu, Erdogan le fait. On n'est pas là pour dire qu'il a raison, bien sûr. On n'a pas à se laisser avoir par une technique de culpabilisation. J'en ai parlé dans mon livre « Le complexe occidental ». Petit traité de déculpabilisation à l'usage des honnêtes gens que l'on peut montrer, bien sûr, que l'on va voir sur l'écran. Mais c'est de bonne guerre. Un jour, un Turc proche d'Erdogan me disait au Swiss Hotel à Istanbul, il me disait « Effectivement, nous ne remplissons pas les conditions pour rentrer dans l'Union européenne, puisqu'on refuse même de reconnaître un des membres de cette Union européenne, Chypre. Et en plus, on ne reconnaît pas les frontières avec la Grèce, on veut les transformer. » Donc c'est deux raisons structurelles pour lesquelles il est impossible de faire adhérer un pays à l'Union européenne. S'il est en conflit frontalier avec deux pays, il revendique des îles de la Grèce et il veut élargir ses zones exclusives économiques
au détriment de la Grèce, et il envahit 37% de Chypre, et il empêche Chypre de faire du forage et de développer son propre forage de gaz offshore au sud de Chypre, mais aussi autour de la Crète et des îles de la mer Égée pour la Grèce. Donc on voit bien que la Turquie ne peut pas remplir les conditions pour entrer dans l'Union européenne, et c'est pour ça que la Turquie, qui se tait sur les massacres ou les persécutions de musulmans en Inde ou en Chine, puisque la Turquie joue sur le multi-alignement et elle veut des bonnes relations avec tous les pays anti-occidentaux. Donc là, elle se tait. Par contre, la Turquie exagère et parle constamment de la situation d'islamophobie, de la persécution des musulmans en Europe pour une logique très simple. Culpabiliser les Européens pour les faire plier à faire entrer la Turquie dans l'Union européenne pour prouver qu'ils ne sont pas islamophobes, mais surtout l'islamophobie, c'est le thème, on l'a vu dans la vidéo sur l'islamisme, c'est le thème qui permet aux djihadistes coupeurs de tête, mais aussi aux islamistes coupeurs de langue, donc l'islam politique, de faire taire leurs ennemis. L'islamophobie, c'est ce qui permet de diaboliser les non-musulmans pour resserrer les liens de la communauté musulmane, pour l'encadrer, la fanatiser, la rendre paranoïaque et l'inviter à se désassimiler. Et c'est ma conclusion de la conclusion. Aujourd'hui, Erdogan, en dehors de tous les théâtres d'opération dont j'ai parlé, il utilise l'islamophobie et la défense des musulmans soi-disant persécutés en Syrie, en Irak ou ailleurs, ou en Libye, mais surtout dans l'Union européenne, la défense tous azimuts du musulman persécuté, mais également en Palestine, à Gaza. Ça lui permet d'apparaître comme le caïd, le sauveur, le nouveau sultan pour les musulmans du monde entier qui voient en lui un protecteur. Et en plus, ça lui permet d'avoir une profondeur stratégique en Europe, puisque en devenant le patron de l'islam européen et en essayant de devenir le patron de l'islam français, vous savez que deux grandes organisations turques proches d'Erdogan, l'organisation consulaire et l'organisation Miligulush, sont membres du Conseil français du culte musulman. Donc cette rhétorique d'Erdogan de protection des musulmans persécutés par les méchants européens islamophobes, blasphémateurs, permet à Erdogan de fanatiser les musulmans d'Europe pour les inviter à ne pas s'intégrer. Et quel est l'intérêt à ce qu'ils ne s'intègrent pas, se désassimilent? Eh bien, c'est pouvoir les récupérer. S'ils sont turcs comme des gens qui vont voter indéfiniment, les Turcs de l'extérieur votent beaucoup plus pour Erdogan en moyenne que de l'intérieur, donc c'est une réserve d'électorat. Et pour les autres qui ne sont pas de citoyens turcs, qui sont maghrébins ou autres, ou tchétchènes ou tout ce que vous voulez, ça permet à Erdogan d'avoir des fidèles qui vont défendre les positions de la Turquie en France, en Europe, en Allemagne, en Suède, etc. Je vous remercie. Il y aura peut-être un autre numéro 3 sur la Turquie par rapport au monde arabe, le développement de la stratégie turque du néo-ottomanisme et du pan-turquisme en dehors de ses frontières, le monde arabe et l'Asie centrale et le Caucase. Mais ce numéro est terminé. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à diffuser, à partager avec vos contacts et vos amis si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez moins aimé, faites un commentaire. Le dialogue est toujours plus intéressant que le non-dialogue. Et en géopolitique, si on ne se remet pas en question, on n'est pas un géopolitologue. Donc n'hésitez pas à communiquer, j'essaierai de répondre. Likez, cliquez sur la petite cloche pour montrer que vous avez aimé. Et surtout, n'oubliez jamais que si vous ne vous intéressez pas à la géopolitique s'intéressera à vous.